L'invité du jour. L'invité du jour sur RMC, c'est le général Jérôme Pellistrandi. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le rédacteur en chef de la revue Défense nationale. On va faire le point avec vous sur la situation en Ukraine, bien sûr, que vous suivez quotidiennement. D'abord, la crise qui touche le Niger depuis le coup d'État du 26 juillet dernier. On sait que depuis plusieurs États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO menace de lancer une opération militaire pour rétablir le président qui a été renversé. Il y a une nouvelle réunion qui est prévue encore aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Est-ce que pour vous, le risque d'une guerre au Sahel est bien réel ? Oui, le risque est réel. La seule chose, c'est que la plupart des États, y compris ceux qui sont favorables à une intervention, ne souhaitent pas qu'il y ait cette escalade. C'est-à-dire qu'ils souhaitent en fait trouver une solution diplomatique à la crise initiée par le coup d'État du 26 juillet. Donc c'est toute la difficulté aujourd'hui de trouver une solution de compromis pour éviter justement d'en arriver à une solution militaire. Est-ce qui ne les empêche pas de déployer déjà des troupes autour du Niger ? Quelle est la position de la France là-dessus ? Est-ce que la France a intérêt à une intervention ? Non, la France n'a pas intérêt à une intervention. Elle a intérêt à ce qui est une solution diplomatique, éventuellement un compromis qui permette en quelque sorte, d'une part, le retour de l'ordre constitutionnel et d'autre part, de ne pas humilier les militaires putschistes. Donc c'est une situation qui est délicate, qui est compliquée, dans un environnement lui-même régional très compliqué, parce que en fait, ceux qui sont gagnants dans cette affaire-là, ce sont d'une part les groupes armés terroristes djihadistes, ce sont ceux qui réfutent en quelque sorte la démocratie comme étant le mode de gouvernance de l'avenir. Et puis derrière également, il y a la Russie de Vladimir Poutine qui profite de ce désordre. On va parler de la Russie dans un instant. Le Niger, il y a eu le Mali, il y a eu le Burkina Faso, des coups d'État à répétition dans cette région et dans des pays sur lesquels la France s'appuyait justement dans cette lutte contre le terrorisme avec l'opération Barkhane qui s'est terminée, mais la présence militaire française est toujours là, en tout cas au Niger, et toujours avec un sentiment anti-français extrêmement fort. Est-ce que c'est l'échec de la France dans cette région du Sahel de voir ces coups d'État et ce sentiment anti-français ? Alors bien sûr, il y a à la fois une forme d'échec, parce qu'effectivement, la solution militaire, d'ailleurs, ce que tout le monde disait depuis très longtemps, n'est pas la solution. La solution, elle est d'ordre politique. Il n'en demeure pas moins que la France est en quelque sorte le bouc émissaire très facile ou trop facile pour justement les régimes qui ont échoué politiquement. Et donc, vous savez, quand un régime est en difficulté, il va trouver un bouc émissaire. Et dans ce cas, c'est la France. C'est la France qui, en quelque sorte, finalement, serait responsable de tous les maux de la région. Alors même que, par exemple, dans le cas du Niger, les résultats sécuritaires de ces derniers mois montraient qu'on était sur la bonne voie. Bon, c'est comme ça, c'est la difficulté de ce dialogue très compliqué avec nos partenaires africains, parce qu'effectivement, derrière, il y a aussi la mémoire de la colonisation, et puis bien sûr l'instrumentalisation qui est faite par d'autres pour en quelque sorte nous gêner et fragiliser donc la position de la France en Afrique. Il y a 1500 soldats français au Niger pour lutter contre le terrorisme. Est-ce que ces soldats vont devoir partir si leur présence n'est plus souhaitée ? Alors, la question est sur la table, c'est-à-dire en fait quelle sera l'attitude de la junte ? Est-ce que la junte souhaite une solution de compromis et confirmera le maintien des Français, ou est-ce que c'est une tendance dure de la junte qui exigera le départ donc des forces françaises ? Pour le moment, il est encore trop tôt. On voit que ça discute, ça palabre. On y verra peut-être plus clair après la réunion donc de la CEDEAO que vous avez évoquée tout à l'heure. Maintenant, effectivement, il y a beaucoup d'incertitudes. Et en tout état de cause, si un jour il y avait un départ des forces françaises, en fait, ce serait une victoire pour les groupes armés terroristes, parce que en fait, c'est eux qui sont la cible des forces françaises, d'ailleurs associées avec les partenaires africains, et donc cela ne pourrait qu'accentuer la déstabilisation donc du Sahel. Certains sénateurs dans une tribune parlent de risque d'effacement de la France au Sahel. C'est une lutte d'influence qui se joue dans cette région. Vous citiez la Russie tout à l'heure. Est-ce qu'il faut voir derrière ces coups d'État à répétition et ce dernier au Niger, est-ce qu'il faut voir l'action en sous-main de la Russie ? Alors,
Pour les deux précédents, au Mali et au Burkina Faso, oui, indéniablement, la Russie a poussé et a instrumentalisé les juntes. Dans le cas du Niger, c'est plus une opportunité. La junte, en fait, a agi toute seule en quelque sorte, mais bien entendu, Moscou y voit une opportunité donc de pénétrer ce pays, non pas pour participer à son développement et à la sécurité, bien entendu, mais essentiellement pour, en quelque sorte, pousser les Français dehors et poursuivre cette déstabilisation qui, de toute façon, aura un impact sur l'Europe, ne serait-ce que par la question migratoire. C'est en quelque sorte, est-ce qu'on peut voir une extension de la guerre en Ukraine? On voit que Vladimir Poutine a appelé hier le président malien, donc la Russie est là, il y a Wagner dans un certain nombre de pays. Déstabiliser l'Afrique, c'est toucher aussi l'Europe, parce que c'est ça que vous dites, donc c'est une extension de la guerre en Ukraine. D'une certaine façon, oui, on voit, finalement, on retrouve un schéma qui a existé durant la guerre froide, hein, dans les années 60-70, où Moscou, à l'époque l'Union soviétique, voulait affaiblir l'Occident par les conflits, notamment périphériques, et justement en Afrique. Donc là, on voit bien que c'est une conséquence, en tout cas, de la guerre en Ukraine, hein, qui va bientôt atteindre 18 mois. Et donc, tout ce qui fragilise l'Europe est, entre guillemets, bon pour Moscou et mauvais pour l'Ukraine. 18 mois de guerre en Ukraine, général Pellistrandi. Faisons un petit point sur la situation sur place. L'armée ukrainienne qui a lancé une vaste contre-offensive au mois de juin, qui était préparée depuis des mois. Est-ce qu'elle donne vraiment des résultats? Alors, on espérait en quelque sorte que cette contre-offensive serait une cavalcade, hein, avec des blindés qui débouleraient rapidement. En fait, c'est pas du tout le cas. C'est une offensive qui est très difficile, où chaque mètre de terrain gagné l'est au prix de nombreux soldats tués ou blessés. Mais effectivement, on peut dire que du côté sud, donc du côté de Zaporizhzhia, il y a une progression des forces ukrainiennes, mais ce sont des combats dont l'intensité rappelle vraiment à la fois et la Première Guerre mondiale avec des combats de tranchées et la Deuxième Guerre mondiale avec des combats d'artillerie. Et puis bien sûr avec derrière le fait que Moscou n'a aucunement l'intention de perdre cette guerre. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Moscou continue à bombarder l'ensemble du territoire ukrainien, comme on l'a vu ces derniers jours. Avec quelle cible? Ah bah, en fait, contrairement à ce que Moscou affirme, alors bien sûr, il y a des cibles militaires, mais il y a également des cibles civiles. On l'a vu avec des immeubles résidentiels qui sont frappés. Alors Moscou, à chaque fois, en fait, va dire qu'il s'agissait d'installations militaires ou que ce sont les Ukrainiens qui frappent leur propre population civile. Mais très clairement, Moscou n'a aucune pitié à l'égard du peuple ukrainien et en quelque sorte veut punir, hein, ce peuple qui résiste, hein, depuis aujourd'hui 539 jours. Le ministre russe des armées, d'ailleurs, qui dit que les ressources militaires de l'Ukraine sont quasiment épuisées. L'Ukraine qui demande des missiles longue portée. Il y a un risque que l'Ukraine se retrouve à court de munitions, par exemple, vu l'intensité de cette contre-offensive et des combats en ce moment? Alors bien sûr, les déclarations du ministre russe Shoigu participent à la campagne de désinformation et il y a également une guerre de communication, ce que autrefois on appelait la propagande, bien entendu. Il est clair que la question notamment des munitions d'artillerie est une question clé. Les Ukrainiens ont besoin d'obus d'artillerie. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'Union européenne, dont la France s'est mobilisée pour fournir justement ces obus. Il y a un flux logistique, mais avec déjà près de 280 000 obus qui ont été livrés. Mais il faut que cet effort s'inscrive dans la durée, parce que si aujourd'hui, en quelque sorte, on disait bon bah maintenant ça suffit, ça a coûté cher, il faut trouver une solution de compromis. En fait, les buts de guerre de Moscou n'ont absolument pas changé. C'est la démilitarisation, la dénazification, la neutralisation de l'Ukraine et en quelque sorte le fait que l'avenir de l'Ukraine ne lui appartiendrait plus. Donc cet effort doit se poursuivre et doit se poursuivre dans les mois, voire peut-être dans les années à venir. Il y a eu une nouveauté quand même assez notable cet été, c'est lorsque l'Ukraine a réussi à toucher un certain nombre de cibles en territoire russe, et y compris jusqu'à Moscou. D'ailleurs, des drones qui ont réussi à atteindre des bâtiments à Moscou. Est-ce que ça a un réel effet ou est-ce que c'est uniquement pour l'image et pour la communication?
Je pense qu'en fait, c'est surtout un effet psychologique pour l'opinion publique ukrainienne et l'opinion publique russe. Pour l'opinion publique ukrainienne, parce que bien, c'est elle qui est victime des bombardements depuis près de 18 mois. Euh, L'ONU a répertorié plus de 10 000 morts civils et considère d'ailleurs que ce chiffre est largement en dessous de la réalité, alors qu'en quelque sorte, pour l'opinion publique, notamment à Moscou, cette guerre, en fait, était très loin. Et donc, ces frappes de drones sont là pour rappeler aux moscovites, notamment, pour dire, voyez, ce que vous nous faites subir, nous, on est aussi capable Ouais. de vous le faire. Bon, maintenant, ce n'est pas ça qui changera le cours de la guerre.